les canons du château d'If, flambant neufs, et n'avaient que 2 ans, annoncèrent en grande pompe l'arrivée à Marseille de l'impressionnante armada pontificale. Pavoisée de violets, de pourpre et d'or, tranchant sur le ciel laiteux du petit matin, les galères majestueuses ralentirent peu à peu la cadence. Elles furent bientôt entourées d'une myriade de bateaux de pêche pointus, chebec, tartane, félouque, brigandins, mours de porc et tout ce qui flottait, qui les conduisirent jusqu'à l'entrée du port. Juchée sur le pont supérieur du vaisseau amiral, une jeune fille, ou plutôt devrais-je dire une fillette, car elle avait tout juste 14 ans, piaffait d'impatience et ouvrait tout grand ses yeux et ses oreilles. Un léger mistral lui apportait l'écho de tous les clochers de Provence qui carillonnaient de concert et répondaient au rugissement des canons. Bientôt, les premiers monuments de Marseille émergeaient des volutes blanches et fixaient tous les regards. « Ah, la splendida città !» s'exclama-t-elle en battant des mains. Cet enfant, enthousiaste et joyeuse, c'était Catherine, la petite duchesse Catherine de Médicis, dont l'accent florentin contrastait avec les pointes écossaises du duc d'Albanie, qui, à ses côtés, lui faisait découvrir la grande ville phocéenne qui s'éveillait dans l'euphorie et la liesse. Là, voyez-vous, à votre droite, lui dit le duc, vous pouvez voir les tours crénelées de l'abbaye de Saint-Victor. Quant à ce palais tout neuf, face au vieux château, c'est un édifice de bois, duchesse. Ah oui, tout à fait, de bois, conçu exprès par le grand maître pour y loger sa sainteté. Catherine semblait de plus en plus impatiente et excitée. « Et le duc d'Orléans, savez-vous s'il est arrivé ?» demanda-t-elle. Albanie sourit. Il semblait fort heureux de constater que Catherine montrait une grande hâte à rencontrer son fiancé. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait. En ce mois d'octobre de l'an de grâce 1533, Catherine de Médicis, fille de Laurent II de Médicis et nièce du pape Clément VII, allait rencontrer pour la première fois et épouser dans la cité phocéenne le prince Henri, duc d'Orléans, fils cadet du roi de France François Ier. Monsieur d'Orléans, lui répondit le duc, n'est pas encore arrivé, duchesse, et il ne gagnera Marseille que demain avec son père, avec la reine, avec toute la cour. Les Marseillais, en revanche, étaient bien présents et se bousculaient sur la butte devant la chapelle Saint-Nicolas face au pierres plates noires de monde. Les merlons de la tour Saint-Jean étaient ornés de guirlandes multicolores et par-dessus se serraient entre les créneaux les têtes curieuses et hilares des privilégiés. Entre If et Pomègue, la flotte imposante progressait avec grâce et solennité. Le long du quai du port, les Marseillais commençaient à compter à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 galères, plus 6 vaisseaux de haut bord. Au total, ce sont en fait 60 vaisseaux groupés qui entrèrent dans la rade. 300 bouches à feu rassemblés pour la circonstance, troublèrent soudain la pureté de l'air du tonnerre fumeux de leur sables. Puis, enfin, apparut la galère papale, dorée de la proue à la poupe, tapissée intérieurement de satin cramoisi, écumant de 50 avirons, que soulevait et abaissait en cadence une chourme vêtue de gonelles écarlates. Elle éventa mollement la masse des flots de sa proue surmontée d'une grande croix dorée. Alors on commença à crier « Vive le pape !» Les trompettes lancées
leur appel joyeux, les tambours roulaient et les vivas de la foule transformaient l'ordonnance cuivrée de ces sons en un impressionnant mais confus tintamarre de fête. La cité, en délire, recevait triomphalement le père de la chrétienté. Celui-ci venait de rejoindre le pont, suivi d'un chapelet de prélats en robe flamboyante. Catherine et son entourage s'agenouillèrent à son approche, mais le Saint-Père, d'un mouvement, les pria de n'en rien faire. Il était visiblement très satisfait et affichait une vitalité et un dynamisme trompeurs, car il faut bien reconnaître qu'à 55 ans, Clément VII, sous son cameluccio, son bonnet de velours bordé d'hermine et sa longue barbe blanche teinte, dissimulait de plus en plus mal un teint blême et des traits émaciés. Il était malade, goutteux, tremblotant et de surcroît sourd comme un pot. Saisissant d'une main le cou de sa nièce, geste étonnamment familier, et bénissant de l'autre la foule qui l'acclamait, il rappela à Catherine ses devoirs. Tout c'est l'importance pour nous de cette alliance, c'est de voir son grand, mon enfant. Et il ajouta, en répondant aux orations qui lui étaient destinées par de grands signes de la main, « Écoutez, petite, écoutez bien ce que je vais te dire. Cette foule que tu vas voir dans les jours qui viennent, éperdue d'amour à tes pieds, attend beaucoup de toi. Dieu te garde, mon enfant, de ne la décevoir jamais. » Si le pape était accueilli avec tant de chaleur, c'est sans doute parce qu'il y avait bien longtemps, depuis Urbain V peut-être, que l'on n'avait pas vu de pape à Marseille. Clément VII jouissait par ailleurs d'une grande popularité dans toute l'Europe, sans doute parce qu'il était un diplomate très fin et s'efforçait, depuis le sac de Rome, 6 ans plus tôt, d'abandonner ses prétentions politiques. Il était à la fois proche de l'empereur d'Autriche Charles Quint et du roi de France François Ier. Il avait accompli le prodige de soutenir l'un et d'être bienveillant avec l'autre. En réussissant à marier sa nièce à l'un des 3 fils de France, celui qui, avant de coiffer la tiare, était le cardinal Giulio de Médicis, espérait consolider un équilibre fragile tout en œuvrant au prestige de sa famille. Bientôt l'auguste nef accosta au plan Fourmilier où l'attendaient en procession prêtres, moines et nonins qui chantaient « Tu est Petrus et super anc Petram edificabo ecclesiam meam ». Marseille ne se réjouissait pas seulement de la venue du pape et de sa nièce, que l'on disait ravissante ce 8 octobre 1533, elle était aussi enchantée de l'arrivée dans moins de 24 heures du roi François Ier et de sa cour. François Ier était en effet très aimé dans la cité phocéenne. Il avait su conquérir le cœur des Marseillais, toujours soucieux de leur indépendance, en laissant leur ville bénéficier largement de son titre de terre adjacente du comté de Provence, qui lui donnait une large autonomie sous le mince contrôle du viguier désigné par le pouvoir central. Auréolé de son triomphe de Marignan, il était venu à Marseille en janvier 1516 et avait marqué son passage en participant de bon cœur à une bataille de rue d'un genre un peu spécial qui avait beaucoup fait pour sa popularité dans notre ville. Marseille accueillait déjà à cette époque de nombreux navires en provenance d'Espagne chargés de fruits d'or appelés oranges. Les cargaisons étaient déversées à même le quai avant d'être acheminées dans des sacs à dos d'homme. Les moyens de conservation étant alors rudimentaires, de nombreux fruits arrivaient abîmés.
Une étrange coutume était née alors. Plutôt que de jeter carrément les fruits invendables, les Marseillais, toujours friands de compétitions sportives et de manifestations festives, avaient pris pour habitude d'organiser des combats d'oranges qui opposaient une équipe ou un quartier de la ville à un autre, et au cours desquels on se bombardait de ces projectiles qui, pour être salissants, n'en étaient pas moins inoffensifs. En l'honneur du roi, qui revenait de l'île d'If avec la ferme intention d'y faire construire un verrou maritime à 2 km à peine de l'entrée du port de Marseille, on organisa à même le quai un combat d'oranges géants, de façon à laisser au monarque un souvenir pour le moins coloré. Mais le roi chevalier, armé par Bayard, fut si enthousiasmé par cette singulière bataille et si excité par l'ardeur des combattants qu'il ne se contenta pas d'y assister. Il voulut y participer et il n'hésita pas, sous le regard de la cour partagée entre l'étonnement et le rire, à se dépouiller de son pourpoint bordé de fil d'or et pour se jeter fougueusement au plus fort de la mêlée. C'était incontestablement moins dangereux qu'à Marignan. Mais c'était surtout beaucoup plus drôle. Certes, François en prit plein sa royale figure, mais peu importe. Il ne sera pas le dernier à en distribuer, et s'il revint sur les vivats de la foule en délire, ruisselant d'un jus poisseux, comme s'il sortait d'un champ de bataille couvert de sang, mais heureux comme un gosse. À Marseille, c'était formidable, car c'était pour rire. Si toutes les batailles pouvaient se faire à coups d'orange. Enfin, pour qu'il garde le meilleur souvenir possible de son séjour, les Marseillais proclamèrent François Ier vainqueur. Quelques années plus tard, en 1524, c'est par fidélité à François Ier, en même temps que par attachement à leur liberté et à leur indépendance, que les Marseillais s'opposèrent aux 18 000 soldats du connétable de Bourbon, ralliés à Charles Quint et à son adjoint, le marquis de Pescaire. Tous les Marseillais, femmes et hommes, combattront les impériaux avec tout ce qui tombait sous leurs mains, peut-être même des oranges, et parvinrent à les repousser et même à les poursuivre jusque dans le Var. En août 1529 sera signée la paix de Cambrai, dite aussi paix des Dames, car elle avait été négociée par Louise de Savoie, mère de François Ier, et Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint. L'empereur renonçait à la Bourgogne, le roi de France à l'Artois et à la Flandre, ainsi qu'à ses prétentions en Italie, et déversait 2 millions d'écus pour récupérer ses enfants retenus comme otages à Madrid. Quelques années plus tôt, à la suite du désastre de Pavie en 1525, François Ier lui-même avait été capturé et emmené dans la capitale espagnole où il restera captif pendant presque une année entière. Le 9 octobre 1533, c'est donc avec enthousiasme que les Marseillais retrouvaient François Ier dans toute sa splendeur. François Ier, à qui les consuls remirent les clés de la ville, selon la tradition, devant la porte royale. Les années avaient passé. Ce n'était plus un jeune homme, mais il en avait conservé la prestance et il continuait à éblouir les dames malgré un certain embonpoint, ses yeux bouffis et son nez qui n'en finissait pas. 30 ans plus tôt déjà, lors de son premier séjour, nos commères raillaient son nez trop long, mais d'aucuns, ou plutôt d'aucune, pensaient que ce qui pouvait remplir sa culotte devait être à proportion de son nez. C'est probablement à cela que continuaient à songer les dames et quelquefois même se pâmer sur son passage. Quant au dauphin François, les Marseillais le trouvaient bien trop malingre et chétif. Fort heureusement, Henri, le jeune marié, avait une bien meilleure mine.
malgré son visage triste et son apparence un peu austère. En tout cas, pour célébrer son mariage avec la petite Catherine, les Marseillais se sont efforcés de redonner tout son éclat à notre ville. On a vidé le port de ses ordures, nettoyé le fumier des rues, chassé les chiens errants, les cochons, les mendiants, déblayer la place du Mazo de ses étals pour que les charpentiers de marine puissent en moins d'une semaine édifier deux vastes palais jumeaux si artistiquement assemblés et peints qu'on les croirait de marbre, tout garni à l'intérieur de tissus précieux et de tapisseries empruntées aux chanoines du chapitre d'Aix. On a fleuri les fenêtres des maisons, et l'on s'est efforcé de donner à celle-ci un éclat qu'en général elle ne possédait guère. Les Marseillais, sous la Renaissance, habitaient en effet des maisons qui, il faut bien le dire, n'eurent jamais la splendeur des palais italiens, ni même des hôtels de leurs voisins aixois. Il faut bien dire qu'au milieu du XVIe siècle, la construction de la maison du chevalier de Cabre et celle de la maison diamantée eurent valeur d'événement. La majorité des Marseillais vivaient dans une maison modeste où la cuisine se confondait avec l'aula, la salle commune. Toutes les cuisines possédaient trépied, poêle pour frire le poisson, la nourriture par excellence des Marseillais, et chaudron pour la soupe. Le grill et la broche étaient alors fort peu répandus. À quoi aurait-il d'ailleurs été utile pour des gens qui, la plupart du temps, ne mangeaient d'autre viande que de la brebis, du bouc et de la vache propre à être bouillie. Chez l'armateur ou le négociant, on servait toutefois des viandes tendres, l'agneau ou le mouton, entourés de lard flambé et arrosés de piperade ou sauce au poivre. Ailleurs, on ne faisait guère la distinction entre la soupe et le plat de viande, et le plus souvent, on trempait son pain dans le bouillon. Rue de l'Épicerie, le pébrier Bertrand Jean exhibait un mobilier somptueux, mais pour le plus grand nombre, une table, des tabourets, parfois un coffre suffisait, un placard aménagé dans le mur, renfermé, vaisselle de bois ou de terre. Mais tout cela était bien suffisant. Et puis à Marseille, on vivait si peu à l'intérieur des maisons. Le soleil aidant, c'est dans les rues, au bord de la Belle Bleue, ou dans la campagne environnante, alors luxuriante, que les Marseillais vivaient, travaillaient, s'amusaient. Tout était d'ailleurs prétexte à fête. Et comme on peut s'en douter, les noces royales, qui allaient se dérouler en ce mois d'octobre 1533, étaient une occasion en or de festoyer à nouveau, et de façon encore plus grandiose, encore plus démesurée que d'habitude. Les Marseillais n'ont jamais redouté la démesure. Alors la ville est en pleine ébullition, mais elle n'en retient pas moins son souffle, car avant les festivités venaient les solennités, les processions religieuses, les messes, les bénédictions, et les Marseillais, profondément pieux, attachaient une grande importance à tout cela. Tous les Marseillais retenaient donc leur souffle et observaient avec attention et une curiosité bienveillante les héros de la fête. Ils s'émerveillaient lorsque le pape traversait la ville, assis en grand costume, sur la sedia gestatoria, précédé du Saint-Sacrement. Derrière lui, un fastueux cortège mêlait la pourpre cardinalice, les simarres violettes des évêques, les robes blanches ou brunes des moines, aux armures et aux panaches des officiers. En des litières incrustées comme des chasses, paradaient quelques belles romaines, lourdes de pierreries qui enfiévraient notre jeunesse. La petite Catherine était tout particulièrement suivie de près, mais les plus chanceux l'entreverront à peine quand elle se rendit sur sa mule harnachée, la mule de la nièce du pape, de la maison de ville au sanctuaire, la robe de velours
rouges bordés d'or, son joli minois fardé entre les boucles brunes et le sourire un peu timide de la future épouse. Alors, j'ouvre ici une parenthèse pour vous signaler qu'en venant en France épouser le futur Henri II, Catherine introduisit dans le pays le haricot, que les Espagnols avaient rapporté d'Amérique du Sud. Elle amena aussi avec elle des cuisiniers italiens réputés qui vont initier les Français aux pâtes, notamment aux macaronis. Et ce sont les Marseillais qui, les premiers, vont les déguster. Dans la suite impressionnante de Catherine figurent aussi les premiers parfumeurs, dont René de Florentin, qui exercera ses talents d'abord à Marseille, durant tout le séjour de celle-ci dans notre ville, avant de la suivre à Paris et d'ouvrir dans la capitale une boutique sur le pont au Change. Ce sera le début de l'essor de la parfumerie en France. Jusqu'alors, il faut bien dire que l'usage des parfums n'était guère généralisé, même si des parfums simples, lavande, violette, musc, essence de fleurs d'orangers et autres, étaient déjà vendus au Moyen-Âge par les merciers et, ce qui est assez surprenant, par les gantiers. Des lettres patentes de janvier 1614 donneront d'ailleurs aux gantiers le droit exclusif de s'installer parfumeur. Quant au pape Clément VII, il fit découvrir aux Marseillais, lors de sa venue, une étrange fleur de chardon qui avait été apportée de Naples à Florence en 1466 par Filippo Strozzi et avait commencé à être diffusée en Avignon et dans le Comtat en 1532. Cette fleur s'appelait l'artichaut et le pape, dit-on, en raffolait et en consommait à presque tous les repas. Mais revenons, si vous le voulez bien, à cette journée du 9 octobre. François Ier avait, comme toujours, fière allure dans ses atours de soie brodée. On s'abîma en révérence sur son passage. Le monarque arborait une mine épanouie et confia aussitôt à la cantonade « Je me languis de connaître ma bru ». La rencontre eut lieu dès le lendemain. Le plus fastueusement et le plus simplement du monde, dans les appartements du pape. François Ier était accompagné de ses 3 fils et de son épouse, la reine Éléonore II de Habsbourg, et sa dame d'honneur, Diane de Brézé, veuve du grand sénéchal de Brézé, et de quelques grands serviteurs comme le maréchal de Montmorency, grand maître, et le grand amiral Chabot de Brion. Glissant entre 2 équipages, Catherine se précipita aux pieds du roi qui le releva aussitôt et l'embrassa paternellement. Il lui présenta ensuite son fiancé Henri et la poussa dans les bras de la reine Éléonore. On se comprend bien mieux entre femmes. Catherine se sentit immédiatement à l'aise et ne dissimula nullement son bonheur d'être accueillie avec tant de chaleur et de familiarité. Le pape, de son côté, se frottait les mains de satisfaction, et c'est tout juste, si François Ier, dans un élan de sa belle et franche nature, ne lui donna pas sur les fesses une grande bourrade d'amicale connivence. On commença ensuite à converser de façon assez détendue. Le dauphin François, assez mal élevé, s'amusait à tirer la toque de son plus jeune frère, le prince Charles, duc d'Angoulême. Quant au jeune fiancé, le duc d'Orléans, il paraissait tétanisé. Les traits de son long visage, nez droit, bouche pincée, œil morose, lui conféraient, avec le teint hâlé et la barbe naissante, un air de gravité, assurément trop viril pour ses 14 ans, car, comme je vous l'ai dit, je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais Henri avait exactement le même âge que Catherine. Son regard ne s'anima que lorsqu'il croisa celui de la grande sénéchale.
la cour entière bruissait du chaste penchant du jeune prince pour la belle veuve en blanc et noir, Diane de Brézé, qui fut sa gouvernante et dans quelques années deviendra sa maîtresse et entrera dans l'histoire sous le nom de Diane de Poitiers. Diane était par ailleurs la cousine de Catherine, leurs grands-parents nés la Tour d'Auvergne étant frères et sœurs. Le soir même, un festin somptueux fut offert par le roi. Peut-on dire que Catherine et Henri tombèrent aussitôt amoureux dès qu'ils se virent, comme certains historiens le prétendirent? Certainement pas. Tout d'abord, il faut le rappeler, ce sont deux enfants qui se rencontrent pour la première fois. Le premier sentiment de Henri fut une certaine déception. Certes, Catherine, avec son visage poupin que terminait une mâchoire carnassière, son nez un peu fort, ses grosses prunelles dilatées, n'est pas d'une beauté irrésistible. Pourtant, Henri se ravisa, semble-t-il, et se dit « Elle n'est pas très belle, c'est vrai, point de taille ni de forme, mais en revanche, ah, quel œil saillant, et puis ses lèvres. » Catherine remarqua bien sa froideur première, mais elle mit cette attitude sur le compte de l'émotion. Elle aurait personnellement voulu passer de longs instants à contempler son futur époux. Visiblement, elle n'éprouvait quant à elle aucune déception, même si elle n'appréciait guère ses vêtements noirs qui rajoutaient à son air lugubre. François Clouet nous a d'ailleurs donné de lui un portrait qui laisse rêveur. On s'étonne notamment de trouver au-dessus d'un corps de lutteur une tête somnolente, mal éclairée par des yeux à moitié clos. Pourtant, Catherine s'enflammera insensiblement et au fil des jours et des mois, elle lui voua un amour passionné. Le premier banquet fut passablement guindé, suivi d'un concert et d'une comédie. Puis viendra un second festin, à peine moins emprunté que le précédent. Cependant, on dansa cette fois au sortir de table. Enfin, le troisième repas fut beaucoup plus décontracté. On avait appris à se connaître. Le roi avait su à merveille détendre l'atmosphère. Le 26 octobre eut lieu la cérémonie du contrat. Le pape et le roi se sentaient en terrain solide. Il était stipulé que la jeune épouse apportait à son mari toute la succession de sa mère, les comtés d'Auvergne et du Lauragais, les seigneuries de Lèveron et de Donzenac, enfin celles de Boussac, de Corrège et d'Andecourt. 200 000 écus d'or, des bijoux, des pierreries et des perles de grande valeur, des objets d'art et des meubles de prix complétaient ce tableau alléchant, sans parler de 3 perles incomparables, Naples, Gênes et Milan, promises par le pape. Mais dont François Ier n'entendra plus parler d'ailleurs dès le lendemain de la signature. Certes, certains mauvais esprits ne se privèrent pas de faire remarquer qu'on avait beau secouer la bourse de la mariée, elle ne ferait jamais suffisamment de bruit pour couvrir le renom éclatant de la maison de France qui daignait se mésallier avec une famille de marchands florentins. Mais néanmoins, le mariage, l'incroyable mariage d'Henri et de Catherine fera l'unanimité. Mais au fait, pourquoi, me direz-vous, avez-vous qualifié ce mariage d'incroyable? D'abord à cause des événements et de la jeunesse des mariés. C'est, ne l'oublions pas, un mariage d'enfants auquel on assistait. Même si à cette époque, dans les grandes familles, notamment les familles régnantes, on se mariait très jeune, et les mariages étaient habituellement concoctés par les familles. Incroyable aussi, par la démesure prise par les festivités, comme on va le voir, et l'impressionnante diversité des invités présents. Noblesse, clergé, mais aussi bourgeoisie, artisans, artistes.
Michel de Nostredame, dit Nostradamus, qui sera plus tard le médecin et l'astrologue de Catherine, affirmera que la pompe surpassa tout ce que l'on avait vu jusqu'ici. On dirait aujourd'hui que ce fut le mariage le plus glamour du XVIe siècle. Incroyable, par le peu d'intimité dont disposeront les jeunes époux et la pression extraordinaire qui s'exerçait sur eux. Incroyable aussi les excès de débauche engendrés par ces noces. Débauche, excentricité et outrances de toutes sortes qui se répandirent telle une maladie contagieuse dans toute la ville, touchant toutes les classes de la société. Le surlendemain, donc, le 28 octobre, Marseille s'éveille dans la fièvre. Tôt dans la matinée, s'affaire autour de Catherine son amie, la duchesse de Camerino, Marthe Salvati, ses femmes et ses suivantes. On lui passe une robe de brocart dont le buste constellé de pierreries et de perles étincelle de mille feux. Sur sa tête, une coiffe pailletée de brillants supporte la couronne ducale aux incrustations fabuleuses. Une seule de ces chaînes suffirait à Marseille pour armer une flotte de plusieurs galères. La petite Catherine, qui avait connu bien des drames depuis le berceau, et que sa ville natale, en révolte contre les Médicis, garda en otage pour la laisser pendant 10 mois sous la menace d'une mort affreuse, la petite Catherine, qui depuis sa fuite de Florence était vêtue d'un simple costume de novice, était alors méconnaissable. Le mariage se déroula dans une grande famille marseillaise dont le chef, qui se nommait Jean Blancard, donna son nom à un quartier de Marseille. La Blancarde, exactement. C'est le cardinal de Bourbon qui célébra la cérémonie nuptiale dans la cathédrale de Notre-Dame de la Major, parmi les cantates et les volutes d'encens devant les marbres de Francesco Lorana. Tout de blanc vêtu, le chef couvert d'une tiare ornée de pierres précieuses, Clément VII bénira lui-même les anneaux et accordera, dans la plus grande tradition romaine, une bénédiction urbi et orbi. Durant la grandiose et laborieuse cérémonie, Catherine est très émue. Elle ne se doute pas alors que 30 ans plus tard, devenue régente, elle allait y revenir, accompagnée de ses fils et de son gendre, Henri de Navarre, futur Henri IV, encore protestant, qui assista pour la première fois à un office catholique, donc à Marseille. Après la cérémonie religieuse, le repas de noces sur lequel nous reviendrons dépassa en faste et en délire tout ce que l'on aurait pu imaginer et dérapa, il faut bien le dire, sur le terrain licencieux. Enfin, il y eut la nuit de noces. Une nuit de noces forcée, c'est le moins qu'on puisse dire, car afin de rendre indissoluble cette union enfantine, cette union décidée pour eux, Clément VII exigeait une consommation immédiate du mariage. Toutefois, pour ne pas les brusquer, on prit des précautions et on peaufina les préparatifs. La petite épouse fut conduite par la reine Éléonore en personne dans la chambre nuptiale, où se dressait un magistral lit à colonnes qui devait bien valoir 6 000 écus, ce qui n'était pas peu, même pour le lit d'un prince de France et d'une nièce du souverain pontife. Elle fut d'abord préparée par ces dames, déshabillées, ointes et parfumées, revêtues d'une chemise de sublime dentelle, couchée, bordée comme une enfant. On fit entrer ensuite les dignitaires, puis le jeune mari lui-même, déjà en chemise. Henri, l'air toujours aussi morose, observa quelques instants son épouse en silence, puis lança timidement « Êtes-vous contente ?» Catherine lui répondit par un sourire de plus. Elle ne bougeait pas, ne disait rien. Elle attendait.
Ils demeurèrent un long moment assis à s'observer, sans un mot, sans un geste. Elle couchée, lui assis au bord du lit. Puis le mari se décida. Il ôta sa chemise, lui révélant son corps d'athlète en herbe, et se glissa enfin dans ce lit très riche, couvert de brocart d'or, aux côtés de sa petite femme, qui trouva son époux encore plus beau que dans ses rêves, les moins sages. Et soudain, bouleversée, elle sentit monter en elle une tendresse, une gratitude, une félicité débordante. Quant à lui, il commença à trouver des joliesses à son épouse. Adorable cou, une gorge charmante, à jambes exquises. Jamais encore, bien entendu, il n'avait touché une femme, mais surmontant sa peur et sachant ce que l'on attendait de lui, il commença par l'embrasser gentiment sur la bouche. Les deux jeunes gens rougirent de plaisir sans doute, mais plus encore de gêne. N'oublions pas qu'ils étaient sous les yeux extasiés d'une bonne vingtaine de personnes. Et chacun attendait avec impatience la suite des événements, poussant des « ah » d'admiration aux moindres caresses qu'ils échangeaient. Celles-ci d'ailleurs restèrent très chastes, se limitant aux joues et aux mains, laissant les voyeurs sur leur faim. Le temps passait, et l'impatience des deux mariés grandissait. Se laissant gagner à son excitation, Henri hasarda ses mains sous la chemise de Catherine. Les deux jeunes gens, timidement, se découvraient et souhaitaient aller plus loin. Mais allait-on enfin fermer les rideaux du lit? Sans doute, mais pas tout de suite, car on annonça l'arrivée du roi, passablement éméché, qui entendait bien assister en personne à l'événement. La chronique raconte qu'il voulut voir jouter et que chacun d'eux fut vaillant à la joute. Catherine faisait bon visage, mais Henri semblait de plus en plus impatient de jouter dans une atmosphère plus intime. La nuit de noces s'annonçait être longue. François Ier aurait aimé que le Saint-Père assistât également au coucher, comme lui. Mais il semblerait que les camériers avaient jugé cette présence contraire à la bienséance. « Mon fils !» lança François de ce ton sonore qui chez lui trahissait de l'ébriété. « Montrez-vous, vrai galant de France, et faites-nous dès ce soir des petits princes à foison. » L'assistance rit de bon cœur, tandis qu'Henri, à bout de patience, respirait bruyamment. Le marié a-t-il bien tout ce qu'il faut? Demanda ni trop fort ni tout bas un gentilhomme de la suite de Catherine. La remarque aurait pu passer inaperçue, mais le prince, obsédé par une légère infirmité, je peux tout vous dire, une malformation du sexe appelée hypospadias, le prit très mal, quoiqu'il n'en montra rien. Enfin, l'on tira les rideaux. Et sur d'ultimes remarques salaces du roi, la foule finit par se retirer. La nuit de noces pouvait donc commencer et entrer dans sa phase active. Cependant, toute la nuit, des allées et venues se succédèrent dans la chambre, aux grandes dames du couple. Les quiddames venaient s'enquérir du déroulement des opérations, en collant leurs oreilles indiscrètes derrière les rideaux. De surcroît, dès lors, Clémencette apparut au chevet des époux. Il s'était fort réjoui du rapport de François Ier et de ses agents, mais il voulait constater par lui-même l'efficacité des ébats conjugaux des deux enfants.
Non que le souverain pontife partageât les penchants égrillards du roi François, mais Clément, se sachant très âgé, ou tout au moins malade, redoutait que la maison de Médicis encourût le danger qu'après sa mort, la couronne de France ne revint sur son choix et demanda l'annulation du mariage pour non-consommation. Impitoyable, il fit donc ouvrir dès 7 heures les rideaux du lit nuptial. Eh bien, mes enfants, Catherine et Henri, tirés de leur sommeil, furent très surpris de voir le pape à leur chevet de si bon matin. Henri, en réprimant un bâillement, s'efforça aussitôt de le rassurer, sans laisser paraître l'agacement que cette intrusion matinale provoquait en lui. « Saint-Père, tout s'est passé pour le mieux. Pour le mieux, votre sainteté peut aller se recoucher. »« Vraiment ? Pour le mieux, confirma Catherine. Son visage rayonnant ne la démentait pas. Ah, j'en suis fort aise, déclara le pontife d'un air patelin, mais sans renoncer à vérifier leur dire par une inspection minutieuse des draps. Et puis il repartit, enfin, tout joyeux, en chantonnant « C'était dans la nuit des amours, la nuit des amours ». Le pape ne croyait pas si bien dire. En cette nuit du 28 au 29 octobre, c'est Marseille tout entière qui s'était offerte à Vénus. Il faut préciser cependant que dans la cité phocéenne, cela faisait des mois que l'on attendait cette nuit mémorable. En fait, la population avait été mise en condition, si je puis dire, depuis fort longtemps, et la date officielle du mariage princier était connue depuis plus d'1 mois, si bien que de nombreux couples l'avaient choisi pour se marier. Rarement, à cette époque, un tel événement avait été ainsi médiatisé, pour reprendre une expression actuelle. Et pourtant, il n'y a eu alors ni radio, ni télé, ni même journaux. En fait, le premier canard français connu avait été imprimé 5 ans plus tôt, en 1529, à Paris, et vendu à l'occasion d'un fait divers d'actualité qu'il relatait. En général, il n'était constitué que d'une simple feuille, souvent imprimée au recto seulement. Ce genre de publication populaire, ancêtre de nos quotidiens, connaîtra son apogée entre 1600 et 1631. À l'occasion du mariage du prince Henri et de Catherine, fut imprimé sur une grande échelle et distribué gratuitement à Marseille un canard annonçant bien évidemment l'événement extraordinaire sur le point de se produire dans la ville. Son succès fut considérable et on se l'arracha littéralement. C'est ainsi que, lorsque le jour tant attendu arriva, précédé par de multiples cérémonies, processions, banquets, ce fut un véritable vent de folie qui souffla sur la ville. Je précise, un vent de folie érotique. Le point de départ fut le repas de noces. Tout commença gentiment par de la musique et par des poèmes. François Ier, on le sait, aimait les poètes. C'est, faut-il le rappeler, grâce à son intervention en mai 1526 que le plus grand poète du royaume et le plus iconoclaste, Clément Marot, fut libéré de sa prison où il avait été incarcéré pour avoir mangé du lard en période de carême. Non pas caché, mais devant tout le monde, comme il avoua lui-même. Il récidivera d'ailleurs durant le carême de 1532, et cette fois, ce sera Marguerite de Navarre, sœur du roi, qui le sauvera du bûcher. François Ier fit donc lire, un apéritif si je peux dire, plusieurs poèmes plutôt légers de Marot, qui enthousiasmèrent les convives, donc des épigrammes. Alors je ne vous en citerai que 2, assez gentillés, je vous rassure. De 5 points en amour.
Fleur de 15 ans, si Dieu vous sauve et garde, j'ai en amour trouvé 5 points extraits. Premièrement, il y a le regard, puis le devis et le baiser après. L'attouchement, le baiser suit de près. Et tout cela tombe au dernier point, qui est « Mais quoi? Je ne le dirai point. Mais s'il vous plaît, en ma chambre de vous rendre, je me mettrai volontiers en pourpoint, voire tout nu, pour vous le faire apprendre. » Deuxième épigramme, des cerfs en rut et des amoureux. Les cerfs en rut pour les biches se battent, les amoureux pour les dames combattent. Un même effet engendre leur discorde. Les cerfs en rut d'amour brament et crient, les amoureux gémissent, pleurent, prient. Eux et les cerfs feraient de beaux accords. Amant son cerf à 2 pieds sous un corps, ceci à 4, et pour venir au test, il ne faut que ramures et corps, que vous, amants, ne soyez aussi bestes. Alors voilà de quoi mettre un petit peu, si on peut dire, en appétit et les sens en éveil. Ainsi, après des banquets d'observation, s'esquissait une sorte de climat de gauloiserie, pour ne pas dire de franche débauche, qui allait bientôt tirer ce repas de noces vers la bacchanale. Ainsi, au milieu de celui-ci, une jeune courtisane, dans son nu, eut soudain l'idée lumineuse de se tremper le bout des seins dans la coupe des convives et de le donner à lécher à qui voulait. On ne sait pas si François Ier y goûta lui-même. Moi, je pense que oui, mais il semblerait en tout cas qu'il s'amusa beaucoup, et par ailleurs, l'exemple de la courtisane fit bientôt des émules jusque chez les demoiselles de qualité, rendant fous les seigneurs échauffés. Et l'on vit dès lors les jeunesses grisées de la cour de France et de la suite florentine, pour ne rien dire de la délégation pontificale, se livrer à l'orgie la plus débauchée. L'exemple venant de haut, ce fut bientôt dans la ville entière que l'on assista à des scènes dignes des grandes orgies romaines. Partout, dans la cité phocéenne, on chantait, on buvait, on se livrait aux pires débauches. La douceur de ce mois d'octobre, qui avait des relents d'été, favorisait sans doute cette situation. Sur toutes les places, des feux de joie étaient allumés autour desquels on dansait, souvent à moitié nus, on s'embrassait et on s'aimait ouvertement, oubliant toute pudeur. Des jeunes filles, dans un état d'intense excitation, s'inspirant de l'initiative de la courtisane, lors du repas de noces, offraient à lécher leur poitrine en lutte de confiture ou arrosées de nos bons vins de Provence. Toute la nuit, ce ne fut que débauche et orgie. On aurait cru que les Marseillais avaient perdu toute retenue et toute raison. Marseille devenait en un jour et une nuit un véritable lupanar. Plus grave encore, des enfants de l'âge du couple princier, voulant sans doute les imiter, se mirent à jouer à papa et maman, ou plutôt à Henri et Catherine. Et quelques mois plus tard, on constata que dans toutes les classes de la société, des filles de 14 ou 15 ans étaient enceintes, ce qui provoqua de nombreux drames dans les familles, en particulier beaucoup de suicides, notamment des noyades dans le port de filles désespérées, puis plus tard des infanticides. Certains enfants qui naîtront de cette nuit d'amour, pour reprendre l'expression de Clément VII, survivront néanmoins, fort heureusement. Et le cas le plus étonnant est celui d'Henri Arnaud. Dans le quartier Saint-Jean était établie depuis plusieurs décennies une famille de drapiers originaires de Haute-Savoie, celui de Benoît Montmain. Le matin du 28 octobre, Madame Montmain découvrit horrifiée, couché aux côtés de Blanche, la fille de 16 ans, le petit Fabien, âgé d'à peine 14. Fabien était le fils de leurs voisins, les Arnaud. Les deux familles étaient amies et les deux enfants se connaissaient depuis toujours et éprouvaient l'un pour l'autre une grande affection. Fabien aurait voulu faire comme le fils du roi,
avoua-t-il en pleurnichant. Ah, seulement voilà, contrairement à Henri et Catherine, Blanche et Fabien ne bénéficiaient pas de la bienveillante bénédiction de l'Église. Comme il s'avéra que leur première joute eut un résultat certain sur Blanche, les deux familles, d'un commun accord, décidèrent par précaution de les marier au plus vite, ce qui fut fait avant la fin de l'année. Blanche mit au monde un fils, en parfaite santé, et que le jeune couple appela Henri, en souvenir de cette nuit mémorable du 28 octobre. Blanche et Fabien vécurent longtemps heureux, dans le plus parfait bonheur, on peut dire. Quelques années plus tard, Henri Arnaud aura 2 sœurs et un frère, et comme il était très intelligent, il put entreprendre des études très poussées. En 1570, on le retrouvera conseiller de la ville de Marseille, sous l'autorité du premier consul, M. de Montaulieu. Mais revenons à ce mois d'octobre 1533 et à ce phénomène insolite et inquiétant qui se produisit à Marseille. Comment la cité phocéenne, qui traversa toute l'Antiquité auréolée de cette gloire singulière d'être presque seule, demeurée honnête, droite et vertueuse, pouvait-elle sombrer du jour au lendemain dans le stupre et la luxure, elle qui était un exemple de piété et de foi pour toute la France? Monseigneur Jean-Baptiste Cibaud, évêque de Marseille, est effrayé par cette redoutable épidémie qui touche soudainement Marseille. Elle est pour lui incontestablement plus grave, plus préoccupante que celle de peste qui s'était abattue sur la ville quelques années plus tôt. Il s'en ouvre au pape, lequel le rassure en lui parlant d'un simple accès de fièvre, en lui disant qu'il a connu cela à Rome, et que tout reprendra sa place très vite dans cette vie si attachée au Seigneur et à notre Sainte Mère l'Église. Et puis, à Marseille, tout ne prend-il pas sur le moment des proportions considérables, et ensuite la raison finit toujours par triompher. Marseille n'est-elle pas la ville de la démesure, dans la vertu comme dans le vice? Sans doute. Sans doute, tout cela n'est qu'un feu de paille, comme dit le pape. Mais l'évêque marmonne entre ses dents. Un feu de paille, sans doute, mais un feu allumé et propagé par cette cour royale libertine et délurée. Pourquoi donc avait-il fallu que François Ier choisisse Marseille pour marier son fils Henri? Oh, quel choix regrettable! Tout en proie à ces réflexions intenses, Monseigneur Cibaud pensa qu'il ne lui restait plus qu'à prier. À prier de toute son âme en attendant que le soufflet retombe. Pourtant, pendant près de 3 semaines encore, le vent de folie qui soufflait sur Marseille ne s'affaiblira guère. C'est d'ailleurs sous le prétexte de vent contraire que Clément VII prolongera son séjour à Marseille. En fait, il s'était installé au chevet des jeunes mariés qu'il couvrait de ses bénédictions et il guettait le moment où sa nièce pourrait se déclarer enceinte. Mais bon, en vain, Catherine, quoique fort satisfaite de son époux, ne put pas répondre à l'attente anxieuse de son oncle. À la fin, au bout d'un mois, à son grand regret, le pape dut se résoudre à faire à Paris. Nous savons maintenant qu'il eut pu attendre 10 ans, puisque ce n'est qu'en 1544 que Catherine mit au monde son premier fils, le futur François II. Durant ces 30 jours, Clément VII nomma les cardinaux choisis par le roi, et l'on échangea de part et d'autre force cadeaux. Le pape offrit un coffret en cristal de roche sur lequel étaient taillées les principales scènes de la vie de notre Seigneur, et dans l'intérieur enfermait des perles, des diamants et des émaux d'une valeur de 28 000 écus d'or. Il reçut en échange de splendides tapisseries, des flandres d'une richesse inestimable où était représentée la Sainte Seine. À la fin du mois de novembre, l'oncle et la nièce eurent une dernière conversation. Alors, mon enfant,
s'embrouille dans sa tête. Elle a vécu tant de choses ces dernières semaines. Elle est fière, bien sûr, très fière même d'être duchesse d'Orléans. Le roi François est si gentil avec elle. Et Henri, c'est étrange. Quand elle pense à lui, elle ne sait plus. Il est courtois, prévenant même. Ah oui, certainement, elle est heureuse. Elle est très heureuse, elle en est sûre. Et pourtant, son air d'absence continuelle, cette expression ennuyée qui ne le quitte pas, voilà ce qui l'interpelle dans son époux si aimable. Et la nuit, quand il apprend contre lui, elle est heureuse. Ah oui, elle est heureuse, mais elle a le sentiment que ce bonheur n'est pas vraiment partagé. Et elle éprouve alors une envie irrésistible de se jeter dans les bras du souverain pontife, comme lorsqu'elle était petite à Rome, et qu'un Suisse laissait tomber par mégarde sa lourde pertuisane sur les dalles de marbre du palais. « Est-ce pour bientôt ?» interroge le pape brusquement. Catherine sursaut. « Bientôt quoi ?» Elle feint de ne pas comprendre. « Quoi ? Ah oui ! Non, rien pour l'instant, répond-elle à voix basse d'un air navré. Comment ? Reprend le pape en portant sa main sur l'oreille droite. Je dis rien, absolument rien, s'écrie alors Catherine, visiblement irritée. Le pape se penche alors sur elle, en souriant tendrement, et lui dit sur un ton de confidence, l'index levé à la hauteur de l'oreille, cette phrase inattendue dans la bouche d'un pape: A figlia d'ingano non mania mai la figlia nolenza. À fille d'esprit, les enfants ne manquent jamais. Catherine ne put s'empêcher de sourire. Peu de temps après, au moment de la laisser aux mains de cette cour tellement avenante, mais si dangereuse aussi, le vieux pontife la mit encore en garde une dernière fois contre la versatilité d'un peuple prompt à revenir sur ses premiers amours. Et Clément VII se rembarqua pour l'Italie, emporta dans ses coffres les présents du roi et les promesses dont il avait été prodigué. Quelques jours après le pape François Ier, Henri, Catherine, enfin toute la cour, quittait Marseille et regagnait la capitale. Alors débuteront pour la petite Florentine les terribles duels contre une cabale hostile. Les flagorneries au roi, les passesses devant les princes, les ministres, les favoris, les périlleuses manœuvres entre les coteries opposées de Madame d'Étampes et de Diane de Poitiers, la plus que reine, qui buvait chaque matin, dit-on, un breuvage à base d'or soluble pour conserver sa beauté. Ce qui aura d'ailleurs des effets désastreux sur sa santé. À Paris, la pièce pouvait commencer. Chaque acteur s'empressait de prendre sa place sur l'échiquier de l'histoire. Le pape Clément VII, premier acteur de cette pièce, quitta le premier la scène. Il mourut à Rome le 25 septembre 1534. François Ier régna encore 14 ans, jusqu'à sa mort en 1547. Henri, qui lui succéda, sous le nom de Henri II, reprendra sa lutte contre Charles Quint, commencée sous François Ier, et renforcera l'absolutisme royal. Et peut-être un peu trop qu'elle s'efforça, en dépit de multiples difficultés, de réconcilier catholiques et protestants, et sa mort, le 5 janvier 1589, l'empêcha d'assister à la politique de conciliation réussie par Henri IV, politique qui s'inspirait de celle qu'elle n'avait cessé de préconiser pendant 30 ans. Quant à Marseille, force est de constater que le sage et avisé pape Clément VII n'avait pas tort en rassurant l'évêque Cibaud. Le vent de folie qui soufflait sur Marseille tomba aussitôt, une fois tout ce beau monde parti. Et puis tout rentra dans l'ordre, et la vie reprit son cours calmement,
Et quand les armées de Charles Quint envahirent la Provence et firent le siège de Marseille, la cité phocéenne résista vaillamment et repoussa même l'assaillant à la grande satisfaction de François Ier, le roi de France, que les Marseillais ont certainement le plus aimé alors depuis Louis XI, l'artisan du rattachement de la Provence à la France en 1481. Les Marseillais lui devaient bien cela au bon roi François. Il avait marié son fils dans notre ville. Immense privilège pour elle. Et puis, quel souvenir cocasse à raconter aux nouvelles générations. Et puis, il avait été si brillant dans l'inoubliable combat d'Orange de janvier 1516. Je vous remercie.